Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Moi, je me remets doucement de cette maladie qui a habité mon corps depuis plusieurs semaines, bientôt 15 jours. Mais je suis ici très contente aujourd'hui pour t'annoncer que enfin, le voyage de Vénus en Bélier décolle. Enfin, je suis en mesure de le faire décoller. Si tu es inscrit ou inscrite à ma mailing list, tu as dû recevoir un email hier de ma part pour t'inviter à ce voyage avec moi. Et je te disais que j'allais essayer de venir aujourd'hui en direct pour te raconter un tout petit peu plus de ce voyage et te faire une invitation. Alors l'invitation que je vais faire aujourd'hui ici par rapport à ce voyage de Vénus en Bélier concerne tout le monde, même les membres architectes. Mais les membres architectes, écoutez-moi bien s'il vous plaît, je vous le dis dès le début de la vidéo, comme ça c'est dit. Vous n'avez absolument rien à faire, vous n'avez pas à vous inscrire quel que soit nulle part. Je vous ai envoyé un email hier soir avec les accès à cette réunion. Donc vous n'avez absolument rien à faire que aller sur cet email et cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Si ce que vous voulez, parce que pas tous les membres architectes veulent participer au voyage de Vénus, mais si ce que vous voulez, c'est de participer au voyage de Vénus, vous n'avez que ça à faire. Salut à toutes celles qui me rejoignaient. J'espère que vous allez bien. Bon, le voyage de Vénus est véritablement quelque chose que moi j'ai découvert de façon 100% expérientielle. Je suis arrivée avant à ce cycle Soleil-Vénus comme expliqué et comme transmis par la tradition de l'astrologie chamanique que à tout ce que j'ai appris par la suite avec Ariel Gutman et le Venus Star Point, comme elle l'a appelé, qui est en fait une façon de nommer les conjonctions Vénus-Soleil. La première fois que moi j'ai fait ce voyage de Vénus, que j'ai complété un cycle complet d'accompagnement, d'observation, de faire cérémonie avec le ciel, de me questionner sur les thématiques symboliques en lien avec chacun des portails. Je vais t'expliquer ça un tout petit peu mieux tout à l'heure. Pour moi, ça a été une véritable révélation. C'est comme si je retrouvais des vérités en moi et je retrouvais des voix en moi, vers moi, que je n'avais pas pu trouver ailleurs. Et pourtant, je m'estime une chercheuse de l'âme. J'ai fait beaucoup de choses, mais pour de très longues périodes de ma vie, pour me rapprocher de moi, pour me retrouver. J'ai fait des thérapies, j'ai fait de la psychanalyse. J'ai exploré de nombreuses voies, et pas juste en mode picorage comme les poulets dans une ferme, non, de vraiment entamer une voie et d'y rester très longtemps, parce que mon but est de trouver des réponses. Mon but est de comprendre qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je suis venue à ce moment-ci de la vie, pourquoi je suis arrivée dans la famille dans laquelle je suis arrivée, comment moi je peux m'accompagner à faire quelque chose de beau avec ma vie. Parce que comme toi, comme de nombreuses personnes, ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été une suite de choses agréables. Je ne suis pas arrivée dans une famille où j'ai été la super bienvenue. Je n'ai pas eu une maman qui m'a protégée et qui m'a chérie
comme on pourrait se l'imaginer de manière idéale. Voilà, j'ai eu aussi mes situations difficiles qui certainement, j'en suis convaincue, comme ça doit être le cas pour toi, m'ont emmené dans un chemin de questionnement, de trouver des réponses, de donner sens à ce que j'ai eu à vivre au cours de ma vie, non? Et dans tout ce que je fais, parce que je continue à le faire, je ne me suis pas arrêtée à « Ah ben j'ai compris », parce que je ne suis pas du tout non plus de cette croyance. Je ne pense pas qu'on arrive à un stade de notre vie où c'est bon, où on a tout compris. Je pense qu'on est constamment en évolution et on est constamment en train de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Et on est aussi capable de donner un sens beaucoup plus profond et riche au fur et à mesure que nous avançons à des épisodes de notre vie avec lesquels nous avons peut-être déjà pacifié notre rapport. Mais revenir sur ces épisodes de vie avec un regard plus profond, plus mature, plus riche, nous permet encore de savourer presque ces moments-là. Donc voilà, je suis arrivée à ce voyage de Vénus et j'ai dit « Waouh, c'est quoi ça? J'adore, c'est magnifique, ça me parle trop. » Je vivais des synchronicités de malade au cours de ce voyage. Je ne racontais pas de ce voyage à tout mon entourage parce que pas tout mon entourage est au courant de ce que je fais et de mes questionnements. Mais c'est pas grave. Avec ces personnes qui sont dans mon entourage, mes copines, on sortait, on allait manger ensemble, on se prenait un café ensemble, on allait faire l'apéro ensemble et elles me racontaient des choses de leur vie qui résonnaient avec le voyage comme moi j'étais en train de le vivre. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ce n'est pas uniquement moi qui suis en train de vivre ces synchronicités. Et même si Patricia ne le sait pas, même si Charlotte ne le sait pas, même si Laurence ne le sait pas, elles sont en train de vivre le voyage de Vénus aussi. Et comme moi, je commence à avoir les codes et les clés, je suis en train de le voir, tu vois. Et bon, ça m'a rempli d'enthousiasme et ça m'a donné envie de recommencer et recommencer. Et j'ai fait comme ça plusieurs cycles. Jusqu'à ce que, après, bien sûr, j'ai continué à faire mes recherches et mes apprentissages astrologiques et non astrologiques. Entre-temps, je suis tombée sur Ariel Gutmann, toute la théorie qu'elle a mis en place autour des conjonctions de Vénus et l'étoile que Vénus dessine dans le ciel comme un schéma de compréhension de notre nature aussi relationnelle. Et donc je me suis formée avec elle et j'ai trouvé ça super intéressant. Et quelque part avec le passage du temps, je suis arrivée comme à ma propre version du cycle de Vénus et à une espèce de fusion des apprentissages que j'ai reçus par mes différents maîtres et maîtresses, mais aussi par mon propre vécu et ma propre expérience. Et c'est comme ça que en 2022, je me suis décidée à lancer le premier voyage de Vénus, le premier accompagnement, moi, sur 18 mois, pour faire connaître à toute personne, parce que ce n'est pas une expérience limitée exclusivement aux femmes. Nous avons tous un code Vénus. D'ailleurs, pour moi, Vénus est le cœur même de notre life purpose, de notre mission de vie. Je pense que quand on est déconnecté de Vénus, on est déconnecté de notre désir, on est en crise existentielle. Ce que nous faisons n'a pas de sens. Nous transitons la vie comme avec une espèce de vide intérieur, non? Et à contrario, reconnecter avec l'énergie vénusienne revient donner du sens, de la substance, de la richesse, une direction
à notre vie. Bon, sur mes réseaux sociaux, je m'appelle Venus Dance. Ce n'est pas un hasard, tu vois. Pour moi, la danse de Vénus me paraît fascinante. Et plus je l'étudie, plus j'approfondis à un niveau ésotérique et métaphysique, plus je comprends comme the energetics, je ne sais pas comment on dit ça en français, comme les enjeux énergétiques derrière tout ça, plus je développe une vision profonde aussi en accompagnant les personnes et en étant témoin de leur propre synchronicité, plus je trouve que c'est aussi super riche à un niveau psychologique. Donc bon, pour terminer de te raconter l'histoire, en 2022, je me décide. Je n'avais vraiment jamais proposé des accompagnements comme ça, parce que c'est quand même un accompagnement sur 18 mois. Et même si ce n'est pas un accompagnement de type scolaire, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir fait les 3 premières séances pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la 4e, et tout moment est bon pour rejoindre ce voyage. Bon, c'est vrai que moi, en tant que l'organisatrice, je devais créer une certaine logistique et il fallait que je me projette sur un accompagnement qui allait durer 18 mois. Il fallait que je m'engage à être là, présente, sur 18 mois, mois après mois. Et ça a été une expérience fantastique. Ce premier voyage, c'était le voyage de Vénus en Capricorne. Et je me suis centrée beaucoup sur le travail. J'aime donner à mes expériences pédagogiques, aux expériences pédagogiques que je propose, j'aime leur donner comme une grande thématique, non? Bon, là, sur les voyages de Vénus, c'est sûr qu'on est en train de travailler sur la thématique des vertus féminines, du désir, de la relation à soi à travers le désir. Mais après, comme Vénus démarre ses voyages dans 5 signes différents, un signe différent à chaque fois, on peut utiliser les thématiques en lien. Enfin, moi, je me suis dit que c'était une super bonne idée d'utiliser les thématiques en lien avec le signe où elle démarre le cycle pour proposer comme un fil rouge, en plus de la structure de voyage qui est... elle se fait toute seule, la structure de voyage. Je vais te l'expliquer aussi au cas où tu ne la connaîtrais pas. Mais donc voilà, j'ai commencé avec ce voyage de Vénus en Capricorne. J'ai adoré, je l'ai dédicacé entièrement à mes mamies, à ma mamie maternelle, que j'adore avec tout mon cœur, à ma mamie paternelle, que je n'ai pas connue autant, avec laquelle je n'ai pas eu une si forte relation, mais je porte son prénom. Et c'est quand même très spécial pour moi. Et dans ce voyage de Vénus en Capricorne, nous avons beaucoup travaillé le lien au système familial. Nous avons fait énormément de protocoles de guérison de notre place dans l'arbre familial. C'était très très joli, très guérisseur, très agréable. Et j'ai tellement adoré que lorsque Vénus a démarré un nouveau voyage en Lion, donc 18 mois après, je me suis dit je vais recommencer. Et j'ai recommencé. Cette fois-ci, on s'est plutôt dédié, j'ai invité une analyste symbolique des rêves. Bon, dans le premier voyage, j'ai été accompagnée par une psychothérapeute, Carla. Dans le deuxième voyage, j'ai été accompagnée par Rachel, une analyste symbolique des rêves. Et ça a été vraiment très très riche aussi. On a travaillé beaucoup avec la dimension symbolique au cours de ce voyage. Et maintenant, Vénus vient de démarrer un voyage en Bélier. Et ce voyage en Bélier est très spécial. Cela fait des mois que je t'en parle, si tu suis un tout petit peu le contenu que j'ai publié jusqu'ici. Je t'ai parlé très longuement de la rétrogradation de Vénus et qui s'est tenue en même temps avec celle de Mercure.
Vénus, elle est toujours en zone d'ombre post-rétrograde. Elle n'a pas terminé encore sa prestation de rétrogradation. Elle sort de la boucle rétrograde le 16 mai, donc il nous reste encore 15 jours. Et ces jours-ci, Vénus redevient visible. Elle a été pendant sa rétrogradation invisible. Elle a fait sa conjonction au Soleil, que Ariel Gutman appelle le Venus Star Point. Et quelques jours après, une dizaine de jours après ça, elle s'est refaite visible dans le ciel en fonction de l'endroit où toi tu te trouves dans le monde et en fonction aussi des conditions climatiques. Vous avez pu la voir avant ou après. Vous avez été nombreuses dans le groupe Telegram à nous signaler que vous aviez déjà vu Vénus. Moi, personnellement, j'ai pris longtemps à la voir, cette fois-ci. Nous avons des conditions climatiques un peu bizarres à La Réunion. Le ciel, il est très laiteux et donc on a des nuages qui empêchent de voir. N'empêche que c'est incroyable quand même quand est-ce que je l'ai vu. Je l'ai vu le dimanche de résurrection, quand même, alors que j'étais au bout de ma vie, parce que j'étais dans le dur du virus. Mais j'arrivais pas à m'endormir. Ça faisait longtemps que j'étais dans le lit, en train de tourner. J'avais mal de partout parce que je ne suis pas habituée à passer de longues périodes étalée dans le lit. Et donc j'étais là, inconfortable, mais j'avais de la fièvre, j'avais très mal au corps, parce que ça fait partie des situations du virus. Et donc je suis sortie prendre l'air sur ma terrasse. Et là, il était 5h30, 6h moins le quart du matin. Et là, je me suis dit, je vais regarder au cas où. Et là, je l'ai vu. Et j'étais trop contente. Et j'étais trop contente. C'était un moment très spécial que de la voir dans le ciel. Et quand nous voyons Vénus dans le ciel réapparaître après cette petite phase d'invisibilité pendant sa rétrogradation, le message est clair, ce voyage de Vénus a démarré pour nous. Et du coup, si tu es membre architecte ou si tu as déjà fait des voyages de Vénus avec moi, tu dois être très bien en train de suivre. Mais si tu n'as jamais fait ce voyage de Vénus, tu es certainement en train de te demander, et ça veut dire quoi concrètement, non? Qu'est-ce que le voyage de Vénus, il a démarré pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, le voyage de Vénus, ce cycle synodique de Vénus, et les 18 mois qu'il prend, est d'une beauté géométrique que je ne saurais pas exprimer avec suffisamment de poésie pour te faire parvenir sa valeur. Vénus, dans son cycle avec le Soleil, a deux grandes phases. Il y a une phase où on la voit dans le ciel du matin et il y a une deuxième phase où on la voit dans le ciel du soir. Vénus n'est jamais trop loin du Soleil. Donc, soit elle se lève avant le Soleil et tu vas la voir à l'aube et à l'est, parce que c'est à l'est que se lève le Soleil. Soit elle se couche après le Soleil et tu vas donc la voir au coucher du Soleil, sunset, à l'ouest. En milieu, ces deux phases sont séparées aussi par deux moments d'invisibilité de Vénus. Un court moment d'invisibilité lors de sa rétrogradation que nous venons de vivre il n'y a pas très longtemps, là nous venons d'en sortir, où elle fait sa conjonction au Soleil, sa conjonction inférieure. À ce moment, Vénus, elle est au plus près de la Terre. Et ensuite, elle entre dans sa phase Vénus, étoile du matin, et elle arrive à un point où elle entre dans une phase d'invisibilité beaucoup plus longue qu'en astrologie chamanique. On connaît, comme en ésotérique, on connaît comme la phase d'inframonde. Celle-ci est la structure du cycle toujours. Vénus a un cycle totalement prévisible, si tu veux. Il n'y a pas de grands changements dans le cycle de Vénus. Nous savons qu'elle entre en rétrogradation,
que quelques jours avant sa conjonction au Soleil, elle devient invisible, qu'elle sort de cette conjonction au Soleil en étoile du matin, qu'environ 7-8 mois après avoir entamé sa phase étoile du matin, elle va redisparaître parce qu'elle passe depuis la perspective terrestre par derrière le Soleil, donc on ne la voit pas, qu'elle a sa conjonction supérieure au Soleil, elle est à ce moment-là au plus loin de la Terre, à un niveau astronomique, je veux dire, et ensuite elle en ressort de cette phase d'invisibilité qui dure environ 3 mois pour parcourir sa phase du cycle en étoile du soir, qui se termine par la rétrogradation et la redisparition de Vénus dans le ciel pour sa conjonction inférieure. Bon. Ce cycle, il est d'une symétrie impressionnante, époustouflante. Pendant sa phase de étoile du matin, Vénus fait des conjonctions à la Lune. Elle en fait 7 ou 8. Et pendant toute cette phase-là, toutes les conjonctions qu'elle fait à la Lune est en phase décroissante. Ensuite, Vénus passe sa phase longue d'invisibilité, son passage d'inframonde, et quand elle ressort en étoile du soir, elle continue à faire ses conjonctions avec la Lune, parce que la Lune et Vénus se retrouvent tous les mois, forcément, et pendant toute la phase de Vénus étoile du matin, la Lune est en phase croissante. Et figure-toi qu'il y a un mythe, un très vieux mythe sumérien de plus de 6000 ans d'âge qui raconte exactement ce cycle. On sait, quand on connaît le cycle synodique de Vénus avec le Soleil, quand on connaît les différentes étapes, quand on connaît cette caractéristique des conjonctions avec la Lune et qu'on lit, qu'on connaît le mythe sumérien, on sait que nos anciens avaient déjà étudié, connaissaient déjà les mystères du cycle de Vénus. Parce qu'il raconte, ce mythe raconte comment Inanna, qui est une déesse totalement assimilée à l'archétype Vénus, va voir de façon plutôt effrontée sa sœur Ereshkigal, qui est la maîtresse des profondeurs et la reine de l'inframonde, des enfers, pour la confronter et s'imposer, lui voler, si tu veux, sa souveraineté. Et donc, elle se lance dans ce périple, et pour arriver chez sa sœur, Inanna est obligée de descendre aux enfers, à ce qu'on appelle le grand en bas. Mais pour arriver au grand en bas, pour arriver chez Ereshkigal, qui est quand même la reine des ténèbres, ce n'est pas juste un petit voyage de « c'est bon, je fais 3 petits pas et j'y arrive ». Non, il y a 7 niveaux à franchir, 7 portes à franchir avec 7 gardiens. Et il y a donc 7 paiements à faire. Ça, c'est encore un autre code que l'on connaît très bien en métaphysique et en ésotérique. À chaque voyage à l'inframonde, il y a un paiement à faire. Donc, le mythe d'Inanna nous raconte aussi ça, nous reconfirme que pour entrer dans l'inframonde, il faut qu'on paye. Et donc, Inanna, elle arrive, elle venait de dérober une tenue à Enki, qui était, disons, le dieu que l'on peut assimiler à Jupiter dans la cosmovision romaine. Et donc elle se croyait, mais tellement puissante avec cette nouvelle tenue divine. Et donc elle se lance, elle se dit, puissante comme je suis, rien ne peut m'arrêter. C'est maintenant qu'il faut que j'aille voir ma sœur et que je lui dise ces 4 vérités. Et donc elle se lance dans ce voyage, convaincue que avec son accoutrement, ce serait suffisant pour traverser toutes les épreuves. Et elle arrive au premier portail, à la première porte des enfers, et le gardien lui dit « Vous ne pouvez pas passer tant que vous ne déposerez pas ici votre paiement. » Mais Inanna, elle n'a rien sur elle. Hein. Elle s'était dit que non, qu'elle n'avait plus besoin de rien prendre, que sa nouvelle tenue
allait lui suffire. Donc elle n'a rien à déposer autre que les attributs divins qu'elle porte sur elle. Et donc, elle choisit de déposer sa couronne. Elle dit, bon, de toute façon, quand je serai la reine des ténèbres, j'en aurai encore une plus belle, donc je la dépose ici. Parce que, elle, la seule chose qu'elle voulait, c'est entrer, non? Accéder à l'inframonde. Et donc, comme ça, à chaque portail, un nouveau gardien l'arrête et lui dit, non, vous ne pouvez pas passer, vous devez déposer quelque chose. Et c'est comme ça que, un peu forcée par les circonstances, Inanna, à chaque portail, elle doit se délester d'un des attributs de cet accoutrement divin qu'elle portait, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier portail, à la dernière porte, avant de rencontrer sa sœur dans la grande salle de son palais souterrain, où là, la seule chose qui lui reste, c'est sa robe royale. Si elle enlève ça, elle va rester toute nue. Et elle est obligée de le faire. Et donc, elle arrive devant sa sœur, qui en fait n'est que son alter ego dans l'ombre. Mais ça, c'est un niveau beaucoup plus subtil et métaphysique. Et sa sœur la reçoit avec beaucoup de colère. Comment oses-tu avoir le culot de descendre, venir me dire quoi que ce soit ou prendre quoi que ce soit de ce royaume qui est le mien, alors même que je t'en veux parce que j'ai perdu mon mari à cause de toi. Elle était veuve, Ereshkigal, et Inanna y était pour quelque chose. Mais Inanna ne prend pas Ereshkigal au sérieux, et elle se moque un tout petit peu d'elle, tu vois, elle est genre, t'exagères, toi de toute façon t'es ici dans l'ombre, personne ne te voit. Et donc Ereshkigal décide de la sacrifier. Elle tue sa sœur. Et elle la suspend dans un crochet, là. Et elle reste suspendue pendant 3 jours. Mais une des règles de l'inframonde est qu'on ne part jamais sans avoir prévenu quelqu'un de proche, un allié, un complice. Et Inanna avait une très bonne amie, Ninshubar, et elle lui avait dit, écoute, je vais partir dans cette aventure, moi je me crois surpuissante, mais sait-on jamais, si tu vois que je ne reviens pas, envoie de l'aide, fais quelque chose pour moi. Et du coup, Ninshubar, qui savait parfaitement que ça faisait un moment qu'il en a été parti et qu'elle ne remontait pas, elle est allée voir Enki et elle lui a dit, elle a besoin d'aide. Et Enki, il a envoyé de l'aide sous forme de petits êtres de lumière, raconte l'histoire, qui sont arrivés dans le grand en bas et se sont installés auprès d'Ereshkigal. Et ils sont restés là. Ils sont juste restés là, sans jugement, sans conseil, sans rien à dire. Ils l'ont juste accompagné, avec leur présence douce, bienveillante, compatissante, chaleureuse. Et au bout d'un moment, Ereshkigal a commencé à pleurer. Elle a pleuré son deuil, elle a versé toutes les larmes de son corps. Elle a laissé sortir de son corps sa colère, sa tristesse, sa frustration, sa soif de vengeance. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré et ça l'a soulagée. La présence de ces petits êtres de lumière lui a permis de faire cela. Elle s'est sentie respectueusement accompagnée pour exprimer sa douleur. Et du coup, elle est tellement reconnaissante avec les êtres de lumière qu'elle leur dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Merci beaucoup, ça m'a fait trop de bien. Je sens mon cœur allégé, je sens que je me suis libérée. » Et les petits êtres de lumière demandent qu'elle redonne de sa force vitale à Inanna. Et Ereshkigal accepte. Inanna, entre-temps, a eu le temps de vivre une expérience initiatique très forte. Elle s'est rendue compte que ce qui se passe dans le grand en bas est bien plus sérieux et plus profond qu'elle ne se l'imaginait. Elle a fait quand même un processus de compréhension sur l'importance aussi d'honorer nos deuils, de pleurer nos tristesses, de vider
nos émotions douloureuses, non? Et donc du coup, Inanna retrouve son souffle vital parce que Ereshkigal, qui, je te rappelle, est son alter ego, le lui redonne, et elle entame la remontée au grand en haut. Et à chaque portail qu'elle avait traversé à la descente, et où elle avait déposé ses attributs divins, elle repasse et elle peut reprendre ses attributs divins. Sauf que l'Inanna qui remonte n'est pas du tout celle qui a descendu. C'est une Inanna beaucoup plus mature, c'est une Inanna beaucoup plus profonde, c'est une Inanna beaucoup plus intelligente émotionnellement parlant, parce qu'elle a vécu son initiation. Elle a vécu l'expérience. Elle a quand même témoigné de la douleur de sa sœur. Elle a pu voir comment sa part d'ombre, sa sœur Ereshkigal, était soulagée de pouvoir exprimer sa douleur. Elle a compris que la vie n'est pas que futilité et accoutrement. Elle a goûté à l'ombre. Elle a compris, elle a acquis ce savoir. Et donc, à chaque portail où Inanna retrouve ses attributs qu'elle avait déposés à la descente, elle les reprend dans une capacité de les valoriser autrement et de les porter avec honneur, de les porter avec dignité, avec intégrité. Et c'est comme ça qu'elle arrive au grand en haut, non? Rayonnante, comme une reine qui a fait son initiation et qui est maintenant prête à partager avec le monde du haut, le monde de la lumière, les vertus qu'elle a développées. Et les vertus qu'elle développe et que nous développons avec elle, parce que Inanna, c'est juste un personnage pour te raconter l'histoire des cycles de découverte et de guérison des vertus féminines que tu vis, toi, de manière cyclique, comme moi je les vis. Non? Donc en fait, ce voyage de Vénus que nous renouvelons chaque 18 mois de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins intentionnelle et de façon plus ou moins présente, est un cycle de conscientiser nos immaturités, par exemple, nos arrogances spirituelles, et de faire nos initiations pour reconnecter avec les vertus féminines. Les vertus féminines qui sont les vertus de la solidarité, les vertus de la bonté, de la clémence, de la compassion, de la guérison par l'accompagnement, par la présence. L'énergie féminine est une énergie communautaire, est une énergie de soutien. Et c'est une énergie dont on a énormément besoin sur Terre. Nous avons tous en nous une impulsion yang et des vertus yang dont on a besoin pour faire des choses dans la 3D. Le fait que moi je sois ici aujourd'hui devant ma caméra, que j'ai organisé mon temps, que je me sois préparé ma trame pour te parler de tout ça, j'ai eu besoin de mon énergie yang pour le faire. Et je me suis dit, je vais m'organiser comme ça, je vais faire comme ça, de telle heure à telle heure je vais faire ça, je vais parler de ça, voilà. Ça c'est de l'énergie yang. Non, quand toi tu sors faire tes courses, tu actives ton énergie yang. Quand tu vas faire du sport, tu utilises ton énergie yang. Quand tu organises une réunion au travail, tu es en train de activer ton énergie yang. Quand tu arrives chez toi, tu t'occupes de tes enfants, tu fais à manger, c'est ton énergie yang que tu actives. Non? Donc l'énergie yang, on en a besoin. Elle fait partie inhérente de notre quotidien. Dans la 3D, nous utilisons notre énergie yang. Mais nous avons également besoin de notre énergie yin. Nous avons également besoin de repos. Nous ne pouvons pas être constamment dans le faire. C'est bien
un des problèmes dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'on est devenu des fers humains. Et l'énergie yin nous dit, il faut se reposer aussi, il faut se ressourcer aussi, il faut se retrouver, il faut ralentir le rythme, il faut respecter l'organicité aussi de la vie. Il n'y a pas que volonté, il n'y a pas que je veux faire ça et donc j'y vais. Il y a aussi les rythmes organiques, il y a aussi savoir s'écouter. Dans notre corps, nous avons deux systèmes nerveux qui régulent ces deux énergies. Nous avons le système nerveux sympathique, qui est celui qui nous active, qui nous réveille le matin, qui nous permet de faire, aller, etc., etc. Et il y a le système parasympathique, qui est celui qui nous met au repos. C'est celui qui nous permet de nous endormir, de nous détendre pour tomber vraiment dans les bras de Morphée. C'est celui qui nous permet de digérer aussi la nourriture. Celui qui nous permet de tomber enceinte pour accueillir la vie en nous, dans le cas des femmes. Un organisme qui n'est que dirigé par le système sympathique est un organisme qui est totalement en stress. Nous manquons d'énergie féminine. Ce n'est pas nouveau, je pense, si tu m'écoutes depuis un moment, mais si tu observes ce que nous vivons en ce moment sur Terre. Nous manquons cruellement d'énergie féminine. Et le cycle de Vénus nous permet de nous souvenir de l'importance de ça. Non seulement de nous souvenir, mais d'aller faire nos initiations, d'aller contacter avec ces parties de nous féminines dormantes qui ont besoin de s'exprimer, peut-être de pleurer leur douleur, de libérer leur colère, etc., etc., pour pouvoir accéder à des parties lumineuses, à des parties féminines lumineuses, et donc re-entamer l'ascension pour venir ici sur Terre, venir ici dans la réalité et devenir des antennes de ça autour de nous. Répandre ce message, devenir des miroirs lumineux de l'énergie féminine, de la compréhension, de la compassion, de la clémence, parce qu'on en a besoin. C'est nécessaire. Sur Terre, l'être humain, disons que le collectif humain est comme un corps. Et si nous avons besoin, comme je te disais tout à l'heure, du système sympathique pour nous réveiller, pour faire des choses, et c'est sûr que nous avons besoin de l'impulsion yang dans ce monde, si le corps ne donne pas voix au système nerveux parasympathique, il tombe malade. Il n'y a pas moyen de réparer ni de guérir. Et donc dans le collectif humain que nous sommes, qui pourrait être complètement lu comme un seul corps, en ce moment, nous sommes dominés par notre système sympathique. Le voyage de Vénus est une voie de nous connecter à notre système parasympathique et de le ramener, de le rendre disponible pour nous, à un niveau individuel, pour chacune de nous, mais pour tout ce qui nous entoure, devenir vecteur de cette énergie sur Terre. Donc voilà, pour un résumé plutôt rapide, j'ai envie de te dire de ce que représente ce voyage de Vénus. Alors moi, je me lance dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, c'est Vénus en Bélier. C'est le voyage de Vénus en Bélier. Un voyage très spécial parce que au cours de l'année 2025, nous allons avoir de multiples activations du degré 0 Bélier. Nous avons eu une très forte activation avec le nœud nord sur le point 0 du zodiaque. Je l'ai appelé le reset draconique. Très important moment à un niveau évolutif. Nous allons avoir encore des activations de ce degré 0. Vénus, dans quelques heures, Vénus va re-entrer en Bélier. Elle est entrée une fois, après elle a commencé à rétrograder, elle est repassée par le degré 0.
Elle a terminé sa rétrogradation, elle a repris son mouvement direct à 24 degrés Poisson. Elle va en ressortir du signe Poisson dans quelques heures. Elle repassera en Bélier. Et dans quelques jours, elle sera en train de passer, donc d'ici le 16 mai, par le degré où elle a commencé à rétrograder. Là, elle sera hors prestation de rétrogradation. Et là, le voyage de Vénus aura véritablement à 100% commencé. Et nous, dans la proposition que j'ai pour toi, nous allons nous réunir tous les mois autour des symboliques de chaque portail. Parce que tu sais, dans le voyage de Vénus, chaque portail est associé à un des chakras. Et chaque attribut qu'Inanna dépose, mais aussi chaque attribut qu'Inanna récupère à l'ascension, est associé à un des chakras. C'est pour ça qu'elle commence par la couronne et le chakra couronne. Ensuite, elle dépose son sceptre, qui est relié au chakra du troisième œil. Ensuite, elle dépose sa parure, qui est reliée au chakra gorge, son bustier, le chakra cœur, sa ceinture de pouvoir, le chakra du plexus solaire, ses chevillères, le chakra sacré, et sa robe royale, le chakra racine. Et chacun des portails est en lien avec la symbolique associée à ce chakra et ce que représente que déposer la couronne, ce que représente que déposer le sceptre à un niveau symbolique. Et tout ça, moi j'aime bien discuter autour de tout ça lors de nos rencontres. Et comme je te disais tout à l'heure, je me sers également du signe où démarre Vénus ce voyage. Et donc ici on est dans le signe Bélier, pour décider aussi des grandes thématiques que nous allons aborder tout au long du voyage. Et du coup, j'ai décidé d'appeler ce voyage résolument incarné. Parce que le signe Bélier c'est le signe du moi. C'est le signe de voici qui je m'assume comme je suis courageux, je suis déterminé. Je peux être maladroit, mais même ça, j'assume de moi. Je peux être peut-être excessivement précipité. Ce sera l'ombre à travailler, parce que dans tout voyage, nous sommes à un moment donné ou à un autre confrontés à ça, à regarder ces parts de nous que nous avons plus de mal à regarder, parce qu'elles nous posent problème, parce qu'elles nous font mal, parce qu'elles éveillent des émotions que nous estimons désagréables. Mais si tu as bien suivi cette histoire de Inanna et d'Ereshkigal, c'est tellement important pour qu'Ereshkigal retrouve son humanité qu'elle pleure ses deuils. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Et tu sais, à part ces expériences que je propose pédagogiques et que je m'éclate à organiser, je suis coach de vie. Je suis coach de vie certifié, mais je fais aussi des consultations astrologiques. Donc, de manière régulière, tous les jours, j'ai envie de te dire, sauf les dimanches, je vois des personnes dans le cadre de consultations. Des personnes qui viennent me dire « Je suis triste, je n'arrive pas à avoir une relation sentimentale de qualité. Je suis triste, j'ai une vie professionnelle plutôt très satisfaisante et épanouissante, mais je me sens vide. Je me sens seule. » Et moi, à chaque fois que j'écoute ces histoires, je dis « Waouh, Vénus n'est pas là. » Alors, Vénus, elle est toujours là. Hein. J'ai envie de te rassurer, au cas où tu te sentirais complètement déconnecté de ton désir. Vénus ne part jamais. Elle est là, elle fait partie de toi. Mais toi, tu dois garder ce lien vivant. Et le lien vivant avec Vénus fait partie de garder le lien vivant avec toi. Il s'agit de ta relation à toi-même, de ta connaissance de toi-même, de savoir qui tu es. Et dans un cycle de Vénus en Bélier, ceci est encore plus important, parce que Bélier, c'est « je suis ». Donc, au cours des prochains 18 mois, nous tous, nous devrions être en train de nous poser la question de « qui suis-je » ? Qui suis-je aujourd'hui ? Je ne suis pas en train de dire que personne ne se connaît. Moi, personnellement, je considère me connaître plutôt pas mal. Mais
Je ne suis pas non plus à un stade où je me dis « Ah ben, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je suis et je serai jusqu'au bout de ma vie. » Non. Moi, je veux aussi grandir, je veux évoluer, je veux me découvrir autrement, je veux me croire possible dans d'autres choses que je ne fais pas aujourd'hui. Non? Et dans cette découverte, ben, je continue à m'observer, à découvrir de nouvelles parties de moi et dire ah ouais, découvrir de nouvelles, de nouveaux désirs de devenir, d'être, d'évoluer. Donc en fait c'est un peu ma proposition pour ce voyage de Vénus. Et en plus en ce voyage de Vénus je suis allée vraiment the extra mile parce que Bélier est aussi le signe du corps. Bélier est un signe très martien, hein, c'est le signe sous la maîtrise de Mars. Et c'est le signe de la volonté, de la vitalité, de l'énergie vitale. Et du coup, j'ai voulu choisir comme grande thématique d'accompagnement pour les prochains 18 mois, la santé et le bien-être. Et comme moi, je ne suis que spécialiste d'un pan de ce que je considère la santé, et que la santé, pour moi, est une notion totalement holistique, et qu'il y a aussi une dimension corporelle très importante dans la santé, que les personnes qui s'intéressent au contenu que je fais et à ces thématiques ont tendance à, comment dire, je vais pas dire mépriser, mais être beaucoup moins attentif. Hein, je sais parfaitement que les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, vous avez un peu plus de mal à vous occuper de votre corps, soigner votre corps, respecter votre corps. J'entends souvent aussi en consultation, j'ai du mal à m'incarner. Bon. Eh bien, ce voyage s'appelle résolument incarné pour une raison. Parce qu'on va s'incarner résolument. Parce que si on veut faire des trucs super chouettes, et si on veut vraiment, vraiment apporter de la spiritualité de qualité à ce monde qui en manque cruellement, hein, je parle de vraie spiritualité, hein, je ne parle pas de bricolage mainstream, de tendance New Age, de religion, je ne parle de rien de tout ça, je parle de spiritualité, je parle de connaissance des mystères, je parle de travail avec l'invisible. Eh bien, nous avons besoin d'un corps. Ça fait partie, c'est un de nos instruments principaux. Alors, j'ai invité un panel d'intervenants qui sont spécialistes du soin du corps, à différents niveaux et de façon très holistique. Et donc, nous allons apprendre un tas de choses, de comment prendre soin de notre corps, comment avoir plus de santé, comment être plus en bien-être de façon holistique, tout en travaillant les mystères de Vénus, les mystères de l'énergie, de la divine féminine. Voilà pour ma proposition. Alors, si toi, tu es dans une démarche de vouloir te connaître davantage, si tu te dis depuis un moment que tu voudrais approfondir dans le sens de la vie, que la superficialité de la 3D du moment ne te convient pas, que tu te dis depuis un moment que il doit y avoir autre chose que juste le cirque de la 3D, eh bien peut-être que c'est un bon appel pour toi. Moi, je ne te promets pas que tu vas découvrir des trucs époustouflants tout au long du voyage, parce que je ne sais pas l'expérience que tu vas en faire. Et ce n'est pas parce que tu t'inscris au voyage que tu vas venir aux rencontres, que tu vas jouer le jeu. Moi, j'aimerais bien. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu fais ce voyage, si tu apprends à faire cérémonie avec Vénus, et tu n'es pas obligé de le faire avec moi, tu peux aller le faire avec Kayeline Castel, qui est par exemple ma prof, hein. Elle propose des voyages de Vénus pareil, elle continue à faire ces cycles de Vénus sans cesse, elle a continué.
Il y a Daniel Diamari aussi qui travaille avec elle. Bref, il y a d'autres personnes qui proposent ce type d'accompagnement. Nous ne sommes pas très nombreux à transmettre les mystères de Vénus. Et je ne sais pas vraiment en français s'il y a des propositions. Je sais qu'il y a des écoles sur l'énergie Marianne et tout ça, mais qui rejoignent quelque part ce même travail. Mais je ne connais pas en français, ou dans le monde francophone, une proposition du type que je viens de faire aujourd'hui. Donc voilà, si ça te branche, nous commençons là. Nous commençons ce samedi. Et d'ailleurs, l'invitation que je voulais te faire, c'est si tu veux vraiment t'intéresser à ce voyage de Vénus et que tu hésites encore, moi je veux bien t'inviter à notre première séance où nous allons poser les bases du voyage, nous allons connaître les intervenants, nous allons connaître qui vont nous accompagner. Nous avons plusieurs intervenants. Et voilà, donc si tu veux venir participer avec nous, moi je t'invite. Ce 3 mai 2025, nous serons tous réunis à 14 h, heure de Paris, pour une durée d'environ 2 heures, je calcule, entre 14 et 16 heures, heure de Paris. Et l'accès est offert à cette première session, à cette première rencontre. Donc si tu veux t'inscrire, eh bien là, si tu es sur Instagram, tu peux aller dans mon lien en bio et tu trouveras où t'inscrire pour recevoir le lien de participation. Et lorsque je mettrai cette vidéo sur YouTube, je laisserai le lien dans la boîte d'infos pour celles et ceux qui voudraient venir et tester et voir qu'est-ce qui se passe dans une rencontre Thérapéia. Pour moi, proposer ce type de voyage, en plus de tout ce que je propose dans l'espace éducatif et dans le programme Architecte de ma vie, est une voie de proposer aussi une approche vivante de l'astrologie. Le voyage de Vénus, je te l'ai raconté ici, mais le voyage de Vénus ne peut pas se raconter. Le voyage de Vénus doit se vivre. Et le voyage de Vénus se vit à chaque fois. Même quand tu ne l'as pas vécu par le passé, de façon consciente et intentionnelle, lorsque tu fais tes recherches astrobiographiques, tu te dis « Waouh, c'est incroyable et époustouflant comment c'est fort niveau synchronicité ». Donc viens vivre une première session. Et bon, moi je t'inviterai à t'y inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes officiellement, je veux dire au voyage, parce que nous allons les ouvrir le 3 mai, juste après notre première rencontre. Je posterai le lien pour que tout le monde puisse s'inscrire, tout celui qui est intéressé de manière définitive. Là, aujourd'hui, l'invitation est « Viens te joindre à nous, à cette première rencontre, et vois si ce voyage de Vénus te parle. » Voilà. Bah, écoute, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je reviens très vite. Je te souhaite une magnifique semaine, long week-end, hein, parce que nous avons un jeudi férié là qui arrive. Et moi, je reviens très vite. Je te fais un gros bisou.